à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous à la Cantorade Sciences avec Marion Guillaumin. Bonjour Marion. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Et donc nous allons parler du numéro de mai de Science Ouest et notamment de son dossier qui va parler des bijoux. On parlera également des recherches dans les lavoirs. On va voir ce qu'elles peuvent apporter un peu, des chenilles processionnaires et puis on verra quelques petits autres aspects également. Donc, c'est toute une aventure, les bijoux, Marion. Et donc, oui. On a trouvé des bracelets, une trentaine de bracelets retrouvés en Côte d'Armor et qui datent de 1400 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Et puis, on sait que le genre Homo sapiens a commencé à s'orner en même temps qu'il commençait à s'habiller, enfin, avec des vêtements plus ou moins sophistiqué, hein, même avec des peaux de bête aussi, quoi. Donc, on va vous laisser la parole, Marion. D'accord. Non, c'est une très belle introduction. Effectivement, on s'est intéressé à ces objets qui, finalement, aujourd'hui, font partie de notre quotidien et qu'on oublie souvent qu'ils ont toute une histoire. Et c'est vrai que, finalement, ils ont vraiment accompagné au fil des siècles les civilisations humaines, comme vous le disiez. Et les bijoux, ils ont des formes, des couleurs, des matériaux, des fonctions qui peuvent être vraiment, vraiment différents. Et c'est intéressant aussi pour les scientifiques. Alors, je ne peux pas rentrer dans tout le détail, donc je vous laisserai découvrir dans Science 7, mais on apprend comment, en fait, étudier les bijoux. Ça permet de comprendre comment vivaient ces civilisations humaines au cours de l'histoire et de comprendre leurs interactions aussi, de comprendre parfois même des choses sur le sol, parce que effectivement, comme vous le disiez, on retrouve des bijoux dans les fouilles archéologiques, et en fait, ce sont des mines d'or, sans mauvais jeu de mots, pour les archéologues, parce que ça apporte beaucoup d'informations. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on explique, hein, voilà, c'est l'intérêt de les étudier, mais aussi bien sûr leur histoire, leur évolution, comment justement le développement de la métallurgie a permis de prendre un virage aussi pour la fabrication des bijoux, hein, parce que à la fin du néolithique, vraiment il y a eu une émergence du travail des métaux et ça n'a pas arrêté la réalisation de bijoux en os ou en coquillage, mais ça a été une nouvelle façon de travailler des parures. Donc on explique tout ça, donc c'est très intéressant. Et évidemment, il y a une évolution aussi des techniques et des métiers. Donc c'est très important aussi de comprendre comment les bijoux, à travers les siècles, ils ont évolué et comment on les a travaillés pour pouvoir décorer les tenues, mais aussi avoir un symbole. Donc voilà, parce qu'il y a c'est pas évident pour les historiens, les historiens et les archéologues de comprendre pourquoi on a porté des bijoux depuis justement le genre Homo. Donc il y a pas forcément de traces écrites, donc il y a des hypothèses que je peux vous citer un petit peu. Hein. On parle de la distinction du rang social ou de richesse, de l'information sur le statut conjugal. Hein. Je pense notamment aux alliances qu'on porte aussi encore aujourd'hui, mais aussi ça peut être l'appartenance à une communauté, un signe religieux. Voilà, donc il y a beaucoup d'hypothèses, mais c'est vraiment intéressant et la recherche, en fait, la découverte de bijoux lors des fouilles peut apporter pas mal de réponses, comme je le disais. Voilà, donc à travers différents articles, on vous explique leur histoire, qui révèle en fait du passé, voilà, quels sont les différents métaux qui peuvent être utilisés et pourquoi. En fait, on parle de métaux précieux notamment. Et puis on termine aussi sur cette idée on a aujourd'hui en tête une forte association en fait avec la féminité, mais les hommes oui, c'est ce que j'allais vous dire, les hommes aussi portent des bijoux aujourd'hui. Et donc on a interrogé les scientifiques à ce sujet-là, j'en dirai pas plus, c'est vraiment très intéressant de voir comment ça a accompagné aussi notre fonctionnement, notre rapport au genre. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis pour la petite anecdote, Bernard, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le mot bijou est un mot d'origine bretonne. Donc c'est vraiment intéressant aussi. On a parlé d'étymologie. Voilà. Le mot vient du mot bis, qui signifie
le doigt ou l'anneau. Donc on a donné aussi un petit peu la parole aux scientifiques spécialisés dans la langue bretonne. Intéressant, l'étymologie aussi. Hein. C'est important. Oui. J'avais noté aussi ce qu'avait dit une chercheuse à Bordeaux sur la relation avec les neurosciences. Elle disait qu'il était, selon elle, raisonnable, et d'autres peut-être, de penser que le cerveau humain s'est largement doté de connexions nécessaires pour stimuler la réalisation de ces décorations que sont les bijoux, avec, comme vous l'avez fort bien dit, l'expression de beaucoup de choses, l'expression aussi de symboles, etc., etc. Et donc, le cerveau humain, on trouve pas trop ça chez les animaux, des bijoux, hein, je crois pas. Hein. Je ne crois pas. Je vous avoue qu'on n'a pas exploré vraiment cette question-là. C'est une interrogation. Hein, effectivement, la question reste ouverte. Mais effectivement, en tout cas, cette attitude à matérialiser les symboles est liée en fait à l'évolution des capacités cognitives. Donc c'est intéressant de comprendre ça. Très intéressant. on a décortiqué un peu le cerveau de nos ancêtres aussi. Je sais que mon chat, des fois, il porte un bijou, mais c'est moi qui lui mets. Hein, un joli collier à clochette. Oui, à clochette ou des choses comme ça. Mais c'est pas lui. C'est moi. oui, c'est ça. Ce que je veux dire. Quoi. Alors, il y a un autre aspect. Donc, on a fini sur ce dossier, je crois. Je pense que ça donne une bonne ouverture. Très bien fait. Je vous invite à le découvrir. Il y a aussi de très très belles images d'objets qui ont été découverts. Et c'est vrai que les bijoux d'antan ou d'il y a plusieurs siècles vraiment ne ressemblent pas forcément à ce qu'on connaît. Et c'est des sacrées belles pièces. Donc, je vous invite aussi à découvrir les images qu'on a pu publier. Et puis vraiment, là, j'ai survolé. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses à découvrir. Non, il faut le lire et le regarder. Et regarder, parce qu'il y a des belles images aussi. Il y a des belles analyses, tout à fait. Je voulais citer, avant qu'on prenne la suite, dans l'épreuve par 7, un mathématicien qui dit quelque chose que l'on peut tous peut-être méditer, c'est que la liberté de se tromper est indispensable, et notamment pour un chercheur aussi, et même pas que pour un chercheur. Hein. Donc, intéressant, enfin bon. Oui, tout à fait. Alors, on passe aux recherches dans les lavoirs, Marion, peut-être. Oui. Et donc là, c'est intéressant pour la biodiversité, à propos aussi de la protection des amphibiens. Enfin, allez, racontez-nous un petit peu. Oui, effectivement, on est allé, alors c'est ma collègue Anna qui est allée sur le terrain avec un chercheur et un étudiant en deuxième année de master. Donc c'est intéressant aussi de comprendre qu'en master 2, on fait aussi des recherches. Voilà. Et en fait, il porte un projet qui s'appelle le projet Biolave, qui vise à étudier les lavoirs. Donc les lavoirs, on les connaît, on les connaît, on peut les côtoyer, mais c'est vrai qu'il y a une très grande richesse de biodiversité à l'intérieur. Et eux, ils ont pour projet ils mènent une mission pour récupérer des échantillons de biofilms dans plusieurs sites en Bretagne. Qu'est-ce qu'un biofilm ? Voilà, c'est important de comprendre. Ce sont des micro-organismes en fait qui se développent sur des surfaces solides immergées. Donc en fait, ils forment un mucus et ils peuvent garder notamment des traces de polluants, mais aussi l'ADN d'organismes qui sont passés par là. Donc c'est important parce que pour eux, ça permet, en analysant ces biofilms, de savoir si justement les amphibiens seraient passés par là. Et donc on explique dans le reportage ce qu'ils font sur le terrain, donc c'est vraiment intéressant. Finalement, on comprend vraiment la valeur écologique de ces lieux qui sont aujourd'hui quand même restaurés et on comprend l'importance parce qu'aujourd'hui les amphibiens sont vraiment en danger avec la fragmentation des paysages, la disparition de leur habitat et en fait les lavoirs pourraient vraiment les aider à les conserver. Donc c'est important de comprendre ce qu'il y a dans ces lieux-là, comment on peut les préserver et c'est important aussi parce que contrairement à des mares, ce que les scientifiques nous expliquent, c'est que les lavoirs ne s'assèchent pas en été et du coup ils peuvent vraiment constituer des zones humides permanentes. Mais pour ça, il faut les entretenir correctement. Donc ça permet de comprendre vraiment le rôle de cet écosystème que l'on peut visiter nous en tant qu'humains, mais en oubliant en fait que à l'intérieur il y a beaucoup de vie et qu'elle mérite d'être préservée, d'être comprise du coup. Voilà. Et donc ils ont rencontré des tritons, des salamandres, des autres
aux amphibiens. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est un projet très original. C'est vrai que des salamandres dans mon coin, là, on avait des plans d'eau qui se sont asséchés et on n'en voit plus. Enfin, ça devient très très rare. Mais dites-moi, ces lavoirs là, ils ne sont plus utilisés, ils sont considérés comme comme protégés, on va dire, c'est ça? Oui, tout à fait, effectivement. Non, aujourd'hui on ne les utilise plus, mais justement c'est important de comprendre qu'ils ont quand même un rôle à jouer et que il est important de les entretenir. C'est surtout ça. Voilà. Mais effectivement, ce sont des bassins désaffectés qu'on n'utilise plus comme on utilisait d'antan pour laver notre linge, hein, justement. Ah, justement, il faut pas trop les désinfecter parce que si on les désinfecte trop, il y aura plus rien. Ah oui, non, je disais désaffectés. Ah, ils ne sont plus affectés à leur fonction antérieure, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ce que oui, tout à fait. Compris, il ne faut pas les désinfecter. Non, il faut laisser la vie prospérer. Parce que tu dis désinfecter, c'est pas bon. Vous avez raison de me faire répéter. Alors, les chenilles processionnaires maintenant, Marion. Alors, avec le réchauffement climatique, ces petites bêtes s'étendent en Bretagne. Oui, peut-être que vous en avez aperçu. Oui, j'en ai vu sur les troncs d'arbres. Voilà, on les voit sur les troncs, voire sur le sol. Il faut faire quand même attention. C'est un vrai problème de santé publique. Justement, c'est comme c'est une période où on les voit beaucoup. On a voulu comprendre qui elles sont, quels sont vraiment les dangers, est-ce qu'elles sont dangereuses ou pas, et vraiment dans le contexte du réchauffement climatique, la question se pose parce que finalement l'espèce présente vraiment un risque. Donc les scientifiques nous expliquent le cycle de vie de cette espèce qui est justement chamboulée par le réchauffement climatique, parce que finalement la période de procession débute de plus en plus tôt dans l'année, donc plus ça va aller, plus on va les voir tôt. Donc c'est important de comprendre aussi comment elles évoluent, quand on dit procession, c'est parce qu'elles vont migrer d'un arbre à l'autre, c'est ça? Oui. En fait, elles se déplacent en faisant à la queue leu-leu, en fait. Comme on voit sur la photo, elles se suivent. Et en fait, elles vont aller s'enterrer en groupe avant d'émerger sous la forme d'un papillon en début d'été. Donc effectivement, elles descendent En fait, ce qu'il se passe, si je peux un petit peu résumer, l'insecte, en fait, durant l'hiver, il vit au sein de nids qui sont perchés dans les branches. Il se développe par mue et il se nourrit des aiguilles de pin. En tout cas pour la chenille processionnaire du pin. Parce qu'il y a plusieurs espèces. Et puis, entre février et avril, les chenilles adultes, elles commencent à descendre pour aller jusqu'au sol, voilà, pour aller s'enterrer. Donc au printemps, en fait, on les voit parce qu'elles sont mobiles. Et donc, au niveau du problème de santé publique, parce que je pense que c'est vraiment la question que tout le monde se pose, c'est les poils urticants voilà, de cette petite bête. Quand elle se sent menacée, en fait, la chenille processionnaire du pin peut libérer des poils urticants volatiles qu'on appelle des soies. Et finalement, une fois qu'elles sont en contact avec la peau ou les yeux, ou même les voies respiratoires, les soies elles libèrent une toxine qui peut entraîner une réaction allergique. Alors, en général, c'est assez bénin quand même. Ça peut manifester simplement, entre guillemets, un urticaire pendant quelques jours, mais dans 2 cas pour 1000, tout de même, c'est pas négligeable, la réaction est grave et peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Ah ouais, carrément. Et par contre, c'est vraiment chez les animaux de compagnie et d'élevage que la mort peut vraiment être fréquente. Elle est fréquente parce que ils vont un peu les renifler, ils vont être à ras le sol, donc c'est plus dangereux pour nos animaux. Mais il faut quand même faire attention à soi. Donc c'est important pour les scientifiques de comprendre comment le cycle biologique de ces espèces est chamboulé, est perturbé, comment il évolue, et puis de les suivre aussi parce que justement elles se développent de plus en plus dans des régions comme la nôtre. Voilà. Donc vous trouvez toutes les informations dans l'article dans le numéro de mai de Science Ouest. C'est très très complet. Merci Marion. Alors on parlera pas d'un article qui est en page 5 du numéro parlant des plastiques qui colonisent de plus en plus les fleuves, mais pas que les fleuves. Mais il y avait un beau numéro également dans Science Ouest sur les plastiques. On va pas revenir dessus. On vous invite je ne sais plus quel numéro c'était, mais enfin, c'était un numéro aussi très intéressant. C'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'était l'année dernière, je crois bien, comme celui-ci, quoi. Alors, bien sûr, comme toujours, question de science, eh bien là, pourquoi notre ventre fait-il du bruit quand on a faim? Ça, Michel Cabaret vous donnera la réponse
Surtout que ça nous arrive à tous. Je pense que Oui, c'est oui, important oui, de- on est tous pareils, hein, plus ou moins, hein. Ouais. Alors après, Intéressant. dans les livres, un livre intéressant, enfin moi j'ai noté, hein, si vous en avez un autre à proposer, enfin dans la liste Non, qui je vais est aller écrite, c'est Habiter avec les loups, et vous savez que dans un des numéros, ce numéro précédent ou encore avant, on vous avait cité que l'on avait trouvé un loup qui se baignait tranquillement et qui traversait la Leïta, Tout à fait. la rivière qui était la limite entre le Morbihan et le Finistère. Et donc, voilà, donc pour lire ça. Et donc, ah oui, je voulais peut-être, j'ai vu, c'était indiqué dans Sciences Ouest, l'exposition Léonard de Vinci, c'est intéressant, à l'Espace des Sciences aussi, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vous invite vraiment à aller la découvrir Oui. et on découvre son travail et on déconstruit le mythe, justement. C'est Ah intéressant. bah Ouais. oui, déconstruire J'en du dirai mythe, pas plus, mais c'est je vous intéressant de invite à aller la déconstruire. voir. Ça change aussi comme thématique. Bah oui, c'est C'est intéressant. original. Ouais, Oui, c'est intéressant. c'est gratifiant. Est-ce qu'on a fait tout le tour à peu près? Oh, bah, tout le tour, c'est Il y a compliqué, des tas mais d'articles je pense dans qu'on a vu Sciences pas mal Ouest, de on peut choses. pas tout Oui, dire, oui, hein, oui. hein, bon. Oui. Il y a- Vous trouverez différentes eh ben oui, il disciplines. faut y aller, Il y en a pour tout le monde. donc vous pouvez le trouver donc à l'Espace des Sciences ou Oui. le commander par Internet et Oui, tout à vous fait, abonner, directement hein. sur la boutique de l'Espace des Sciences, D'accord. sur le site espacedesciences.org, enfin, voilà, sur le site de l'Espace des Sciences. Et puis, effectivement, directement devant le laboratoire de Merlin, Ouais, dans le hall des Champs Libres. Je vous invite toujours au à champ aller libre. découvrir. D'ailleurs, on présente les précédents numéros. Il n'y a Bon, pas toujours super. que le dernier, donc vous pouvez venir les feuilleter Bon. et les acheter directement et même vous abonner. Ah Voilà. bah voilà, c'est super. Marion, on vous remercie beaucoup pour C'est moi qui vous pour ces remercie, Bernard. Merci successions encore. d'émissions que l'on fait. Et on se retrouve donc pour le mois de juin, et ce sera la dernière du semestre, puisque Ce après, sera le numéro de l'été, effectivement. pendant Et l'été, on se vous retrouvera en aurez septembre ensuite. tout le temps, pendant tout l'été, de lire le numéro de juin, et puis les numéros précédents. Tout qu'on à fait, vous espère- pouvez vous qu'on espère rattraper. que vous avez. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, Marion. Et Merci, vous aussi. au revoir à toutes et à tous, et prenez bien soin de vous.